Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Après l'Italie, voilà que l'Espagne est le deuxième pays latin à connaître un début de basculement politique à droite. Les élections régionales et municipales du 28 mai dernier ont été l'occasion d'une véritable débâcle pour la gauche radicale au pouvoir depuis 2018. Pedro Sánchez, le premier ministre espagnol du parti Podemos, s'est vu forcé de convoquer des élections législatives anticipées prévues le 23 juillet prochain. Il faut dire que dans un pays qui accorde un grand pouvoir aux régions, la droite a remporté 9 des 12 communautés autonomes, dont de nombreuses régions historiquement classées à gauche. Le scrutin a été également marqué par la percée du parti de droite radical Vox, qui pourrait arriver au pouvoir via une coalition avec le Partido Popular, le PP, la droite, le parti de droite classique. Et pour faire le bilan de ces élections, nous sommes ce matin avec Nicolas Klein. Bonjour Nicolas Klein. Bonjour. Vous êtes donc professeur agrégé d'espagnol, ancien élève de l'ENS Lyon, professeur en classe préparatoire et auteur de Rupture de banc, l'Espagne face à la crise aux éditions Perspectives Libres en 2017. Vous avez traduit également Al-Andalus, l'invention d'un mythe, la réalité historique de l'Espagne des trois cultures de Sérafine Fanjul aux éditions L'Artilleur en 2017. Alors, effectivement, on a vu que c'était la gauche. Alors, les sondages, on précise, annonçaient une victoire de droite, mais pas du tout aussi importante que celle qui a été le cas le 28 mai dernier. Mais est-ce que c'est plus cette politique, ces résultats, le résultat d'un échec de la gauche ou vraiment d'une percée de la droite qui aurait réussi à se renouveler ? Je pense que c'est d'abord effectivement un vote sanction contre le gouvernement en place, donc de Pedro Sánchez du Parti socialiste en coalition avec Podemos. C'est très nettement un vote sanction, et un vote sanction qui s'est exercé peut-être davantage encore vis-à-vis de la gauche radicale de Podemos que des socialistes. Les socialistes ont certes perdu des voix dans les élections municipales et régionales, mais ils ont progressé à certains endroits. Simplement, ce sont leurs alliés de gauche radicale qui ont baissé, voire beaucoup baissé, et qui, dans de nombreux cas, les ont privés en fait d'un maintien au gouvernement dans plusieurs régions et municipalités importantes. Et alors, donc ce vote sanction, il est lié à quoi ? Parce qu'on sait qu'il y a une crise économique en Espagne. On a aussi suivi un peu depuis la France des affaires, des lois sociétales un petit peu alambiquées qui ont été votées par la gauche. Et puis aussi, il y a cette crise migratoire que l'Espagne connaît également. Alors, est-ce que c'est une confluence de tout ça ? Alors, le bilan macroéconomique du gouvernement Sánchez n'est pas trop mauvais dans la conjoncture mondiale et européenne actuelle, même si effectivement il y a une montée de l'inflation comme un peu partout. Cette montée de l'inflation est plus modérée en Espagne que dans beaucoup d'autres pays. Il y a véritablement un rejet de la personnalité de Pedro Sánchez, effectivement d'un certain nombre de lois sociétales qui ont amené des résultats néfastes. Je pense par exemple à la loi sur le consentement sexuel qui a abouti, et ça avait été... C'est un avertissement qu'avait lancé déjà de nombreux juristes et spécialistes, qui a abouti à la libération de nombreux violeurs ou à des réductions de peine pour eux. Et puis, il y a également les alliances que le gouvernement actuel a tissées, souvent au cas par cas, mais de façon tout de même assez durable, avec les séparatistes catalans et basques, puisque le gouvernement actuel est minoritaire au Parlement national, qu'il a besoin de voix d'appoint de la part d'autres formations politiques, et qu'il a choisi effectivement ces formations pour faire passer ces différentes lois. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal passé aussi chez un certain nombre d'électeurs socialistes. Et oui, alors je crois avoir entendu parler d'ailleurs de candidats présentés, notamment dans le Pays Basque, alors qu'ils étaient condamnés pour crime de sang, c'est ça ? Oui, alors en fait, le parti indépendantiste basque Bildu a effectivement présenté aux élections municipales au Pays Basque une quarantaine de candidats qui avaient été membres de l'ETA, dont une petite dizaine qui avaient effectivement été condamnés pour crise de sang. Ça a fait un scandale, pour crime de sang, pardon, ça avait fait un scandale majeur. Bildu avait partiellement reculé sous la pression, mais partiellement uniquement, et ça a effectivement occupé une partie de la campagne de ces élections régionales et municipales. Alors, il y a aussi donc un autre phénomène assez notable, c'est cette percée, je crois de près de 7% des voix pour le parti Vox, le parti de droite radicale en Espagne, qui va donc avoir, alors vraisemblablement selon les sondages, si le PP, le Partido Popular, arrive en tête aux élections du 23 juillet, il aura besoin quand même de ces voix pour gouverner. Est-ce que, contrairement à la France où il y a une forme de cordon sanitaire entre la droite, on va dire, modérée de gouvernement et puis la droite radicale, est-ce qu'il y a ce même cordon sanitaire en
Espagne, ou est-ce qu'au contraire on peut s'attendre à voir ce parti Vox gouverner avec le parti populaire? Le fameux cordon sanitaire, à mon avis, n'existe pas ou plus entre le Parti populaire et Vox. Alors, il faudra effectivement voir quels sont les résultats des élections générales du 23 juillet. C'est un peu tôt pour le dire, évidemment, même si les sondages laissent pour le moment penser que la droite serait majoritaire. Il n'existe pas ou plus d'abord parce que Vox a été fondé par des dissidents du Parti populaire, donc des gens qui connaissent le Parti populaire, mais qui lui reprochaient sa modération sur des sujets, par exemple, territoriaux, ou ses mesures économiques, son programme économique. Et d'autre part, le Parti populaire sait qu'il a besoin de Vox pour gouverner dans un certain nombre de grandes villes et de régions. Et de fait, les conseils municipaux espagnols vont se constituer ce samedi 17 juin, et à ce moment-là, les maires seront élus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Espagne, s'il n'y a pas d'accord entre différentes formations pour obtenir la mairie, c'est la tête de liste du parti arrivé premier aux élections qui devient automatiquement maire. Et cela signifie que dans un certain nombre de communes, ce serait le Parti socialiste qui conserverait la mairie, même si la droite est majoritaire. Il faut donc que la droite du Parti populaire et de Vox trouve des accords pour déloger le Parti socialiste du pouvoir, et donc on voit bien que ces accords sont en train d'être noués dans une très large majorité des cas. Donc, cordon sanitaire, il n'y a pas ou plus. Alors, le président du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, est toujours très évasif sur la question et laisse un petit peu les barons régionaux et les différents candidats municipaux gérer au cas par cas. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que ce cordon sanitaire n'existe pas au niveau local et qu'il n'existera probablement pas au niveau régional non plus, ce qui peut laisser présager d'évolution au niveau national. On a bien compris. Il y a un autre phénomène aussi de ces élections, alors qui est peut-être un peu marginal, mais qui reste intéressant pour la vie politique espagnole, c'est l'effondrement d'un autre parti, cette fois-ci un parti de centre-droit, un parti qui s'appelle Ciudadanos, qui était un parti qui émane, qui a été créé aussi assez récent après ces mouvements des indignés. Alors, de quoi est-ce le signe en fait de cet effondrement d'un parti de centre-droit en Espagne? Est-ce que ça veut dire que, contrairement par exemple en France, on a une résurgence, une réaffirmation du clivage gauche-droite traditionnel, et qu'on a un rejet du centrisme en Espagne? Alors, il y a effectivement une réaffirmation très nette du clivage gauche-droite, qui n'est pas complètement nouvelle, mais cette réaffirmation est manifeste lors de ces élections. On a en fait un bloc de gauche et un bloc de droite qui s'affrontent très nettement, avec, on va dire, un retour en grâce plus ou moins marqué des deux formations traditionnelles, à gauche le Parti socialiste et à droite le Parti populaire. Ce n'est plus un bipartisme parfait, entre guillemets, comme on pouvait l'avoir avant la crise économique de 2008. On parle plutôt de bibloquisme, puisqu'on a ces deux blocs, mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est une réaffirmation très nette du clivage gauche-droite. Concernant Citoyens, le parti paye un certain nombre d'erreurs qui ont été commises selon le jugement des électeurs. Et puis également, on voit que l'essentiel des voix du Parti citoyen vont, en fait, à droite vers le Parti populaire. Donc, on a cette reconfiguration qui est un retour vers une forme de bipartisme imparfait, puisqu'on a quand même Vox et Podemos, mais une forme de bipartisme ou de bibloquisme, comme on dit. Le centre en Espagne, de toute façon, a du mal à durer dans le temps. On voit que tous les partis centristes qui ont cherché à émerger depuis les années 70 ont été relativement éphémères et n'ont pas résisté aux premières crises politiques ou gouvernementales. Donc ce n'est pas tellement une surprise pour Citoyens Ciudadanos. Et alors, ça a été annoncé ces derniers jours, la gauche a annoncé qu'elle s'unissait avec pratiquement toutes les formations de gauche, y compris Sumar, qui est une formation à tendance communiste. Alors, est-ce que cette union, elle est viable dans le temps? On sait qu'en France, la NUPES, ça marche un petit peu de bric et de broc, et qu'il peut y avoir des dissensions un petit peu, des graves dissensions aussi dans les partis. Alors, est-ce que à gauche en Espagne, on peut s'attendre à une union, ou est-ce qu'au contraire, c'est une sorte d'union pour sauver le navire, mais que ça ne résistera pas autant? Alors, on verra ce que ça va donner effectivement aux élections du 23 juillet. Sumar, effectivement, est une nouvelle coalition de gauche radicale qui a absorbé en fait l'essentiel de Podemos et qui coordonne un petit peu tous les alliés régionaux locaux de ce qui jadis était vraiment Unidas Podemos, autant de sa splendeur politique, même si elle est déjà passée depuis quelques années. Je pense qu'effectivement, si la gauche perd les élections du 23 juillet, ce sera compliqué de maintenir une forme d'unité. Et il y aura très certainement des règlements de compte
au sein de cette coalition de gauche radicale, chacun cherchant à rejeter la faute de l'échec électoral sur les autres. Il faudra effectivement voir si Sumar parvient à peser suffisamment pour que la gauche et les socialistes, en fait, qui restent le principal parti à gauche, puissent conserver le pouvoir. Pour le moment, on n'en prend pas le chemin, mais il reste tout de même un peu plus d'un mois avant les élections générales. Il reste un mois et on continuera évidemment de suivre avec vous cette politique espagnole. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Klein. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'espagnol, ancien élève de l'ENS Lyon, professeur en classe préparatoire, et vous êtes auteur de Rupture de banc, l'Espagne face à la crise aux éditions Perspectives Libres en 2017. Et vous avez traduit Al-Andalus, l'invention d'un mythe, la réalité historique de l'Espagne des trois cultures de Sérafine Fanjul aux éditions L'Artilleur en 2017. Merci à vous.